poursuit une enquête qui est menée par un duo. Béatrice Reimann, qui est une professeure de littérature qui est à Washington, qui est d'origine chilienne, et son amante, son ami Daniel Zinga, qui lui est un écrivain d'origine congolaise, mais qui vit à Montréal. Béatrice a reçu un courrier anonyme dans lequel elle retrouve une photo de son père, qui était un grand homme d'affaires chilien, qui avait quitté l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, et puis qui est décédé sans qu'elle ne sache vraiment finalement qui il était. Mais la photo suggère, parce qu'on y voit son père à côté d'Adolf Hitler et de Werner Heisenberg, qui est le prix Nobel de physique 32, mais qui était aussi le responsable du programme nucléaire nazi, donc c'est lui qui aurait pu offrir la bombe atomique à Adolf Hitler. Donc du coup, Béatrice veut comprendre qui était cet homme d'affaires qui pourrait avoir caché une autre personnalité. Et ensuite, pour des raisons qu'on comprend au fil de l'histoire, on retourne au Congo, d'où est venu l'uranium qui avait permis aux Américains de développer la bombe atomique qui fut larguée sur Hiroshima, mais l'uranium qui avait été à la même période convoité également par les Allemands. Donc, à l'arrivée, ces deux quêtes, la quête du père, de la figure du père, qui pourrait être un traître, mais qui pourrait tout aussi bien être un héros, à sa manière, face à l'histoire, et la quête de l'origine de cette ressource très précieuse, qui est l'uranium, que les Américains vont se mettre vraiment activement à convoiter. La mort de Japonais s'est faite aussi, malheureusement, de manière très incidente par cette ressource qui vient du Congo. Donc il y a une sorte de responsabilité au plan philosophique, au plan moral, de cette ressource qui vient des terres indigènes congolaises, mais plus précisément des terres de ce qui fut l'empire de Lunda, dans l'actuel Katanga, mais ça va un peu aussi dans le nord de la Zambie actuelle. Quand les études démontrent de manière plus plausible que l'on peut obtenir une bombe atomique à partir de la fission de l'uranium-32, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Einstein écrit à Franklin Roosevelt, donc le président américain, pour l'alerter, pour lui dire que les Allemands ont déjà commencé des travaux sur la bombe atomique grâce à l'uranium, et que si les États-Unis ne veulent pas se faire coiffer au poteau, il faut absolument que Roosevelt nomme un comité de scientifiques qui pourrait travailler sur la question. À partir de ce moment, Franklin Roosevelt réunit ce comité qui deviendra plus tard le Manhattan Project, qui sera conduit par Robert Oppenheimer. Et après, ils vont lancer des tractations pour approcher à nouveau l'Union minière du Haut-Katanga et acquérir cet uranium. Une fois que, oui, sur le papier, nous sommes devenus souverains et que nous avons des dirigeants que les Congolais élisent, des gens qui doivent rendre compte à leur peuple, comment renversons-nous la donne? Mais si c'est pour perpétuer les mêmes pratiques où on voit des Chinois, des Israéliens, des Américains qui viennent de multinationales qui investissent dans le domaine du coltan, dans le domaine du cobalt, du diamant, et qui brillent par des pratiques qui sont condamnables et qui parfois même aboutissent à des milliers de morts encore aujourd'hui dans les mines au Kasaï, au Katanga, des enfants qu'on exploite pour nos téléphones, ça ne se fait plus que par la main extérieure. Ça se fait aussi parce qu'il y a une complicité locale d'une élite corrompue. On n'a pas d'excuse. C'est pas juste le prédateur extérieur, c'est aussi la complicité d'une élite qui tourne le dos à son peuple et qui, par le jeu de ce même extractivisme, devient l'agent intérieur de la domination et de l'oppression de notre peuple. Là, je parle de l'écrivain africain ou afro-descendant, où il est précédé par un certain discours, par une certaine construction de l'homme noir qui a été faite aussi au travers de la littérature. Après, le cinéma est venu aussi, on a connu des films qui reconduisent des discours essentialistes. L'écrivain qui vient comme Daniel Zinga et qui écrit ne peut pas faire semblant de croire qu'il peut écrire à partir de zéro. Il dit « Moi, j'aimerais bien écrire hors pot. Je revendique d'écrire hors pot sans entrer dans cette guerre, sans être le tirailleur littéraire, en quelque sorte, d'une cause noire que je n'épouse pas. »
il n'a pas complètement tort parce qu'il n'est pas obligé, lui, à titre individuel, de porter le fardeau de l'homme qui veut réparer tous les torts faits au noir. Mais il ne peut pas faire comme si, quand il écrit, quand il approche des thèmes comme ceux qu'il aborde, son discours, ses écrits n'ont pas été précédés par tous ceux qui ont écrit pour déshumaniser les Noirs. Et quand on voit la manière dont les récits sont faits, les conséquences que ça produit dans les imaginaires, ça reste un terrain de lutte. C'est pas pour rien que les Senghor hier, les Césaire, puis même de l'autre côté du fleuve, les Toni Morrison, les James Baldwin ont eu le rôle qu'ils ont eu pour armer intellectuellement des peuples qui étaient opprimés. L'acte d'écrire, qui est déjà un engagement en soi, comme le rappelait Sartre, peut être un moyen soit de perpétuer une forme de domination, d'avoir un discours oppressif sur les autres, soit être un acte d'humanité. Parce qu'en ce moment-là, on donne aux uns aux autres la dignité qui est la leur.